Bonjour à tous, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo de ce cycle Philomath et aujourd'hui nous allons parler de Montesquieu. Est-ce que vous connaissez le nom complet de Montesquieu? Alors aujourd'hui nous allons donc parler de Charles-Louis de Secondat, baron de Brède et de Montesquieu. Voilà son nom complet. Je vous laisse deviner de quelle catégorie sociale il est, je pense qu'il n'y a pas besoin de le préciser. Il est né, comme son nom l'indique, au château de la Brède en 1689, non loin de Bordeaux. Parce que tout le monde ne sait pas forcément où est le château de la Brède. Il fait des études de droit, il devient président du Parlement, et en gros sa vie va être partagée entre ses activités de magistrat et ses études littéraires. Globalement, on n'est pas sur un énorme agitateur politique. Voilà, le petit Charles-Louis vit tranquillement sa vie. Son œuvre majeure dont nous allons parler aujourd'hui est L'Esprit des lois. Mais vous le connaissez aussi peut-être pour les fameuses lettres persanes. J'avais juste envie de vous en parler rapidement parce qu'au XVIIe et XVIIIe siècle, il va y avoir une sorte de nouveau style littéraire qui est le style épistolaire, mais un petit peu sous la forme de « Oh, je suis tombée sur des lettres, je ne sais pas qui les a écrites, mais je vais les publier car elles sont intéressantes. » Et généralement, ces lettres sont une correspondance entre un diplomate ou un voyageur imaginaire qui viendrait par exemple de Perse et se rendait en France et qui va commenter tout ce qu'il voit en France, quelle est l'organisation du pouvoir, etc. Ainsi, l'auteur peut tranquillement critiquer le pouvoir en place, mais dire « c'est pas moi, c'est des lettres que j'ai trouvées, je ne fais que les publier ». Voilà, donc ils vont être nombreux à utiliser ce style, notamment Diderot aussi, et bien d'autres philosophes des Lumières. Bref, revenons-en à Montesquieu et à l'Esprit des lois. L'objectif de Montesquieu dans l'Esprit des lois est le suivant. Il constate qu'il y a une infinité de coutumes et de mœurs, en France et dans le monde, et qu'il est essentiel de trouver une organisation intelligible, afin de gérer toutes ces coutumes et toutes ces mœurs. D'ailleurs, je crois que dans mœurs, le S est muet, il faut dire mœurs. Mais bon, je vais continuer à dire mœurs si ça vous dérange pas. Bref, pour Montesquieu, la notion centrale est celle, comme son nom l'indique, de loi. Or, il distingue deux formes de loi. Il y a la loi qui désigne le commandement de la part d'une autorité. Donc ça, c'est la loi, voilà, il y a une nouvelle loi qui exige qu'il y ait un pass sanitaire en France. Mais il y a aussi la loi qui désigne la relation de cause à effet, comme par exemple les lois de Newton, les lois de l'attraction. Bref, toutes les lois que l'on rencontre notamment en physique, en mathématiques et autres sciences. Ces lois-là sont complètement naturelles et indépendantes de l'homme. Eh bien, Montesquieu, il va regrouper ces deux sens de loi et étudier leur rapport. En gros, ce qu'il va chercher à faire, c'est dégager la loi des lois, c'est-à-dire la logique des différentes institutions. Donc par exemple, il va étudier les liens entre les lois causales et les lois de commandement. Et je vous en ai parlé d'ailleurs sur mon compte Instagram, puisque chaque jour du mois de décembre, je vous propose une petite info de culture générale, et je vous ai parlé en début de mois de la théorie des climats de Montesquieu. Comme quoi, les gouvernements, les mœurs et les coutumes sont influencés par le climat dans lequel nous vivons. Ainsi, il va suggérer que l'esclavage est propre à un climat en particulier, qu'il n'y a pas d'esclavage par exemple dans les pays froids, les pays du Nord, et que l'esclavage est propre aux pays où il y fait plus chaud. Bon, je ne vais pas détailler la démonstration ici, elle est probablement un petit peu loufoque, mais c'est aussi assez amusant comme théorie. Et on va dire que c'est un autre regard sur les coutumes des différents pays. Ainsi, il va aussi étudier chaque gouvernement, républicain, monarchique, despotique, et il va essayer d'en définir la nature et le principe. Encore une fois, c'est une approche qui est très scientifique. Donc par exemple, pour lui, la République est fondée sur une organisation égalitaire, et son principe, c'est la vertu jointe à la modération. La monarchie, elle, est fondée sur une organisation inégalitaire, et son principe est l'honneur. Le despotisme, lui, est fondé sur l'égalité. En gros, dans un pays despotique, tout le peuple et tous les gens sont égaux, mais le principe du despotisme repose sur la peur. Or, pour Montesquieu, cette forme d'organisation est le mal absolu. Par ailleurs, pour les autres formes d'organisation, il n'en place pas forcément une au-dessus de l'autre. Encore une fois, pour lui, chaque coutume, chaque mœurs va générer sa propre forme d'organisation, et donc chaque climat aussi. Certains pays sont faits pour être des monarchies, d'autres pour être républicains. Montesquieu est aussi très connu pour sa fameuse théorie de la séparation des pouvoirs. Là, je ne vous apprends rien, il est l'un des premiers à théoriser le fait qu'il faut que le pouvoir législatif, exécutif et judiciaire ne soient pas détenus par la même personne. Cela va notamment se baser sur son observation de la monarchie anglaise. Montesquieu est donc un philosophe qui va énormément apporter à la théorie politique et qui va avoir une grande influence sur les siècles suivants. Autant vous dire qu'il va énormément influencer les révolutionnaires, notamment avec la théorie de la séparation des pouvoirs.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi si vous aviez déjà entendu parler de la théorie des climats de Montesquieu. Et moi je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.